Bonjour et bienvenue sur kesako.com. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons finir le chapitre sur le conducteur en équilibre électrostatique en s'intéressant aux histoires de cavités vides de charge, ce que c'est que la notion d'influence électrostatique et comment mettre au point la notion de capacité d'un condensateur ou tout simplement un conducteur. Quand on a un conducteur et un équilibre électrostatique avec un trou au milieu, en fait c'est l'une des preuves qui m'intéresse le plus en physique car j'aime bien la manière de prouver cela rigoureusement. On prend un conducteur en équilibre électrostatique. On a vu auparavant ce que ça voulait dire. Et on prend une cavité à l'intérieur, vide de charge. C'est-à-dire Q ici est nul. Il n'y a aucune charge à l'intérieur. Et bien en fait, ce qu'on va montrer, on va montrer que E est aussi nul à l'intérieur. On sait déjà que E est nul à l'intérieur du conducteur, car il est en équilibre électrostatique, c'est la condition pour que ce soit vrai. Et maintenant, on va montrer que même à l'intérieur, c'est nul. Comme il est en équilibre électrostatique, on sait que le potentiel à l'intérieur est constant, car E égale à moins gradient de V, je le rappelle. C'est juste un petit rappel. Donc E est constant, et par continuité de E, il est aussi constant à la surface. Donc VA égale à VB si on prend 2 points à la surface intérieure de notre conducteur qui est troué. C'est-à-dire qu'il y a une cavité, il n'y a pas de lien entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur. Maintenant, on se place dans une cavité vide de charge, et on veut montrer qu'il n'y a pas d'extrémum de potentiel, c'est-à-dire que V à l'intérieur est aussi constante, en fait, que V à l'intérieur de tout le conducteur et dans la cavité est égal. Donc comme la cavité est vide de charge, et c'est ce qu'on va montrer, c'est qu'il n'y a pas d'extrémum. Comme il n'y a pas d'extrémum de potentiel, on peut dire que V c'est une constante à l'intérieur. Or, moins gradient de V est égal à E. Donc E est égal à 0, car la dérivée d'une constante est nulle. Donc E est nul à l'intérieur de la cavité, à l'intérieur de notre conducteur en équilibre électrostatique. Et en utilisant le théorème de la discontinuité normale de la composante à la traversée de la surface intérieure de notre conducteur, c'est-à-dire dans cette surface, on sait que E1 moins E2, scalaire n, est égal à sigma sur epsilon 0. Or E1 à l'intérieur du conducteur est nul, E2 à l'intérieur de la cavité est nul car V est constant, car il n'y a pas d'extrémum, et c'est ce qu'on va montrer. Donc, sigma est égal à 0 sur toute la surface intérieure. Donc la surface intérieure d'une cavité à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique n'est pas chargée, et c'est ce qu'on appelle une cage de Faraday. Ou ça se rapproche de ce que c'est qu'une vraie cage de Faraday. Ça élimine tous les champs électrostatiques à l'intérieur, il n'y a pas de E, le V est constant, et la distribution surfacique de charge à l'intérieur est nulle. Maintenant, on va montrer qu'il n'y a pas d'extrémum à l'intérieur. Donc, si V admet un extrémum, et c'est en fait une preuve très importante, donc on suppose que ce soit un maximum ou un minimum. Or, nous savons que E est égal à moins gradient de V, ou tout simplement que E est orienté vers le sens des potentiels décroissants. Donc ici, on aura un maximum, car E est orienté dans le sens des potentiels décroissants, et ici on aura un minimum. Et en fait, ces flèches, elles réfèrent au champ électrostatique qui soit converge, soit diverge vers notre minimum ou notre maximum. C'est-à-dire qu'il existe une boule très très petite autour de notre extrémum qui sera soit toujours traversée par E dans un sens ou dans l'autre. Et donc en appliquant le théorème de Gauss à cette boule, on remarque que le flux à travers la surface de cette boule de E scalaire n ds, ça sera en fait différent de 0, tout simplement parce qu'ils sont tous convergents dans le même sens. Donc ça sera soit strictement négatif comme ici, car la normale est sortante, donc ils seront tous dans un sens opposé à la normale, soit strictement positif comme ici, et donc ça sera différent de 0. Or ce flux est égal à Q intérieur sur epsilon 0, et donc Q intérieur est différent de 0. C'est-à-dire le Q à l'intérieur de cette petite boule. Or comme la boule est dans la cavité, on en déduit qu'il existe une charge dans cette cavité. Et ça contredit le fait qu'on ait supposé que la cavité était vide de charge. C'est vraiment très important comme démonstration. J'ai déjà eu un col de maths, un exercice où il fallait se placer sur un compact, supposer que le delta V à l'intérieur de ce compact était égal à 0 et montrer que les extrémums ne peuvent être atteints que sur la surface. Et dans ce cas, comme à la surface V égale à constant, et comme l'extrémum, les deux, c'est-à-dire qu'elle est bornée par les extrémums sur cette surface, donc le V à l'intérieur est tout aussi constant.
mais c'est juste une petite allusion à un exercice de mathématiques qu'on peut très bien résoudre autrement. Ici, la preuve en utilisant le théorème de Gauss est extrêmement importante, car elle permet de prouver qu'il existe une charge à l'intérieur si V admet un extrémum, et comme la cavité a été supposée vide de charge par l'absurde, V n'admet pas d'extrémum. Et comme il n'admet pas d'extrémum, il est constant, donc E est égal à 0, donc sigma est égal à 0. À l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique, E est égal à 0 et le potentiel est le même qu'à l'intérieur du conducteur. Maintenant, on passe aux histoires d'influence électrostatique. Et ce que c'est que des éléments correspondants. On définit deux éléments correspondants comme deux portions de surface se faisant face aux extrémités d'un même tube de champ. Donc on prend un tube de champ, ici en fait il sort de l'écran, et deux conducteurs à l'intérieur de ce tube. Et on dit que deux portions de surface se faisant face, c'est-à-dire ici les deux portions que j'ai mises en rouge, elles se font face, donc ce sont des éléments correspondants à l'intérieur d'un tube de champ. Maintenant le théorème qui est important, c'est que les deux charges, QA, en fait c'est égal à moins QB, que deux éléments correspondants, ils ont des charges opposées. Pour cela, nous allons prendre la surface de Gauss suivante. C'est la surface du tube, union la surface de QA et la surface de QB, c'est-à-dire les deux surfaces qu'il y a à l'intérieur de notre intersection. Et en appliquant le théorème de Gauss à ces surfaces, on déduit que c'est égal au flux à travers la surface de T, de E scalaire n ds, plus le flux à travers la surface A, plus le flux à travers la surface B. Or, le flux à travers vers le tube est égal à 0 car E est tangent au tube, donc normal à la normale, si vous voulez. Le flux à travers la surface SA et le flux à travers la surface SB à 0 car E à l'intérieur de ces surfaces est égal à 0 car c'est un conducteur en équilibre électrostatique. Donc forcément, quelles que soient les conditions du milieu, le E à l'intérieur est nul. Et donc on en déduit que ce Q intérieur sur epsilon 0 ou tout simplement le flux en utilisant le théorème de Gauss est égal à 0. Et donc Q intérieur étant la charge QA plus QB car un tube de champ est vide de charge, donc on déduit que QA plus QB est égal à 0. Et ça implique que QA est égal à moins QB. Et ça va être très important dans les études de capacité de condensateur qu'on verra dans les prochains cours. Et on a déduit le théorème des éléments correspondants. Les éléments correspondants comme étant les deux portions de charge qui se trouvent à l'intérieur d'un tube de champ et qui se font face. Donc les éléments correspondants portent des charges opposées. Maintenant on finit ce cours avec la notion de capacité. On prend un conducteur en équilibre électrostatique, c'est-à-dire que E à l'intérieur est égal à 0, mais surtout que V à l'intérieur est constant. Et ça permet facilement de coder le fait que E est égal à 0. Est chargé en surface avec une charge Q. Donc on montre qu'il existe une unique distribution, c'est-à-dire une unique façon de trouver ce sigma P permettant l'équilibre du conducteur. Cette distribution de notre densité surfacique de charge, elle régit notre conducteur, c'est-à-dire qui impose qu'il soit en équilibre électrostatique, induit un potentiel qui est sous forme d'un flux de sigma P ds sur 4 pi epsilon 0 à la distance de P à P' avec P' un point quelconque sur la surface. C'est une définition qui va ressembler beaucoup à ce qu'on a vu en première année pour les calculs de potentiel. Pour la charge, c'est tout simplement le flux à travers cette surface. Je parle de flux, mais c'est surtout des intégrales doubles sur une surface fermée. Donc c'est aussi des histoires de flux. De notre distribution surfacique de charge ds. Ça c'est plus facile à comprendre. C'est là il faut revenir au cours de première année pour comprendre comment on a pu poser ça. En fait, ce sont que des postulats. Surtout celle-là, c'est que des postulats qui découlent de l'attraction électrostatique de Coulomb. Maintenant, en regardant très bien ces deux définitions, on se rend compte que si on change cette distribution surfacique de charge par une proportionnelle, c'est-à-dire lambda sigma, et en utilisant ces deux définitions, on remarque que le lambda il peut sortir des deux. Donc le V se transforme en un lambda V et le Q en un lambda Q. Et que le rapport entre les deux, c'est toujours le même. C'est une constante qu'on appelle C. Elle ne dépend en fait que de la géométrie de notre conducteur. Bon, c'est un passage, je le confirme, pour moi, il est assez flou. Donc je vous laisse un peu méditer dessus. Je pense qu'il suffit d'admettre que ce C a été bien défini. En tout cas, le C, qu'on appelle la capacité propre d'un conducteur, est surtout défini comme étant
Q égale à CV. Et ça ressemble aux propriétés d'électricité qu'on connaît, surtout que c'est que Q égale à C UC pour un condensateur. On va donc voir un petit exemple sur comment calculer cette capacité pour un conducteur sphérique. Donc c'est facile à imaginer. Nous avons une sphère, centre O et de rayon R. Et on veut calculer sa capacité. Le conducteur étant sphérique, c'est-à-dire de centre O et de rayon grand R, de charge Q. On sait qu'à l'intérieur de notre conducteur, tout est au même potentiel. Donc V, c'est-à-dire le potentiel quelque part, c'est le même que le potentiel en le point O. Et c'est tout simplement pour faciliter le calcul. Car notre potentiel, c'est le flux à travers notre surface fermée, c'est-à-dire la sphère de notre densité surfacique de charge ds sur 4pi epsilon 0. Ce qui va nous intéresser ici, c'est que quel que soit le point sur cette surface, ce Rp0, c'est toujours égal à grand R. Donc ça va faciliter le calcul. On se retrouve avec un 1 sur 4pi epsilon 0 grand R qu'on peut factoriser, fois le flux à travers cette surface de sigma de P ds. Et là, on reconnaît d'après les définitions auparavant la charge Q. Et donc, V, c'est égal à Q sur 4pi epsilon 0. En divisant Q par V, on a déduit que la capacité, c'est 4pi epsilon 0 R. Donc la capacité d'un conducteur sphérique placé dans un état d'équilibre électrostatique, c'est 4pi epsilon 0 R. Un petit rappel de grandeur, 1 sur 4pi epsilon 0, c'est égal à 9 10 puissance 9 en système international. On verra plus tard beaucoup d'applications de cette partie sur les conducteurs, surtout pour calculer les capacités de condensateurs sphériques, cylindriques et plans. Si vous avez des remarques ou des questions, c'est toujours omar@kezako.com. Je vous rappelle que les démonstrations dans ce cours me paraissent très intéressantes et l'une des plus logiques que je connaisse en physique. Merci et très bonne journée.